Au chapitre diplomatique, l'ambassadeur d'Allemagne et le représentant spécial du président de la CEDEAO au Mali ont présenté ce matin leur lettre de créance au président de la République par intérim. Le premier devra dynamiser davantage la coopération entre nos deux pays et le second entend, lui, jouer son rôle dans la résolution de la crise malienne. Contrairement aux autres universités du pays qui accusent une année de retard, l'Université des sciences juridiques et politiques a, elle, bel et bien organisé ses examens de fin d'année. Sur 100 000 étudiants au Mali, seuls 30 000 passent donc les épreuves qui vont durer une semaine. Notre dossier du jour fait un zoom sur les ralentisseurs appelés dos d'âne. Ils sont installés à des endroits sur nos routes pour éviter les accidents, mais ces obstacles sont souvent faits par les populations elles-mêmes de façon anarchique et qui ne répond aucunement aux normes techniques aux grandes dames des automobilistes. Tout à l'heure, le dossier de Aouir Touré. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue à vous dans ce journal. Je vous l'annonçais il y a juste un instant, deux nouveaux ambassadeurs ont présenté ce matin leur lettre de créance au président de la République par intérim. Il s'agit de l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne et du représentant spécial du président de la commission de la CEDEAO au Mali. Le diplomate allemand se dit déterminé à dynamiser davantage la coopération bilatérale qui existe entre nos deux pays. Quant au représentant spécial du président de la commission de la CEDEAO, il entend jouer tout son rôle dans la résolution de la crise malienne. Le reportage est de Bourama Traoré. Palais diplomatique à la résidence présidentielle. Le tapis rouge déroulé, un détachement de la garde nationale en place, le tout pour accueillir deux nouveaux ambassadeurs accrédités auprès du Mali. Le premier a présenté ses lettres de créance au président de la République par intérim et le nouveau représentant spécial du président de la commission de la CEDEAO au Mali. Monsieur le Président, j'ai l'insigne honneur de vous présenter les lettres de créance par lesquelles le président de la commission de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest m'accrédite auprès de vous en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire. Il est titulaire d'un doctorat de 3e cycle en sociologie du développement et d'une maîtrise en sciences politiques. Le Togolais a une quarantaine d'années d'expérience professionnelle dans l'administration nationale, la coopération interafricaine et internationale. De façon précise, Chaka Abdou Touré a été ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale du Togo, directeur du protocole d'État et directeur du Centre panafricain de formation coopérative de Cotonou au Bénin, entre autres. La principale tâche du nouveau représentant spécial du président de la commission de la CEDEAO au Mali consistera à aider notre pays à sortir de la double crise institutionnelle et sécuritaire. Chaka Abdou Touré parle couramment le français et l'anglais. Il est marié et père de 6 enfants. Le nouvel ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne au Mali s'appelle Günther Overfeld, né le 7 septembre 1955 à Sathène. Après son baccalauréat en 1974, il a suivi des études en histoire et philosophie, d'un stage de formation à la haute fonction diplomatique. J'ai l'honneur de vous remettre en même temps que les lettres de rappel de mon prédécesseur, celles par lesquelles le président de la République fédérale d'Allemagne m'accrédite auprès de vous en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire. L'ambassadeur Overfeld a eu à occuper plusieurs postes dans l'administration allemande et à l'étranger. Il a été premier secrétaire au ministère des Affaires étrangères, chef de division de la mission permanente de l'Allemagne auprès des Nations Unies et directeur de l'Institut East-West. Le cinquantenaire s'est dit déterminé à donner un nouvel élan à la coopération bilatérale qui existe entre nos deux pays. Premier pays à reconnaître le Mali indépendant, l'Allemagne entend jouer tout son rôle dans la résolution de la crise malienne. Günther Overfeld est marié et père d'un enfant. L'Université des cités des sciences juridiques et politiques va valider son année académique 2010-2011, contrairement aux autres universités du pays qui accusent une année de retard. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique s'est rendu ce matin dans certains centres d'examen pour constater de visu le bon déroulement des épreuves qui ont commencé hier sur 8 sites à Bamako. Les épreuves durent une semaine pour chacune des deux facultés où sont inscrits environ 30 000 étudiants sur les 100 000 que comptent les universités du Mali. Le reportage est de Agali Agissa.
Le ministre en charge de l'enseignement supérieur s'est rendu dans 2 centres sur les 8 où les étudiants de l'Université des sciences juridiques et politiques passent leur examen de fin d'année. Tout se passe bien au 2e jour des épreuves où le ministre s'est rendu respectivement à la faculté de droit public, dans l'enceinte de l'ancienne École nationale d'administration et à l'amphi 2000 situé sur la colline de Badalabou. C'est l'épreuve de droit des obligations. Nous sommes avec les surveillants. Tout se passe bien. Les sujets sont abordables. Nous parvenons vraiment à les traiter. En visitant le rectorat de Bamako, le ministre Kanté a constaté des dispositions prises pour le bon déroulement de cette évaluation. Sur les 100 000 étudiants que comptent les universités du Mali, environ 30 000 sont concernés par les épreuves qui durent 2 semaines, soit 1 semaine pour chacune des facultés. Les facultés de droit public et privé sont les seules à pouvoir valider l'année académique en cours et les étudiants composent dans 6 à 7 matières dont le droit constitutionnel et le droit civil. De l'accès aux salles, à la distribution des copies, au recensement des copies, au niveau du secrétariat, au niveau du doyen, tout ceci dénote un processus extrêmement, même si ça peut paraître assez rudimentaire, mais je crois qu'il y a suffisamment de points de contrôle pour qu'on puisse s'assurer que les choses se passent normalement. D'ailleurs, ce qui a été le cas. Aujourd'hui, la pléthore des effectifs, l'insuffisance des salles et du personnel constitue l'équation à résoudre pour améliorer les conditions de travail au sein de l'université. Ce sont là les défis qui se présentent au gouvernement actuel qui déploie tous les efforts possibles pour les relever, dira le ministre. Nous venons de l'apprendre, la marche programmée pour demain matin par la COPAM a été annulée. Sur cette décision d'annulation et les motifs, nous espérons vous proposer donc les explications du porte-parole de la COPAM, Dr Adama Diarra, d'ici la fin de ce journal. La marche donc programmée par la COPAM de demain matin a été annulée. En marge de l'inauguration de la mine d'or de Gounkoto hier, les 3 membres du gouvernement présents, le gouverneur de la région de Caille et des diplomates accrédités au Mali se sont rendus sur le pont de l'intégration entre le Mali et le Sénégal. Ce pont relie les 2 pays par le sud. L'objet de la visite était de voir comment sécuriser les frontières, et cela compte tenu de la densité du trafic sur ce axe. Dans les jours à venir, des postes de contrôle seront installés. Ce pont qui se situe à Mainamil, dans le cercle de Kenyeba, est un don du gouvernement japonais. Il a été inauguré en 2011. D'autres membres du gouvernement sont en visite à Niamey. Ils ont été reçus hier en audience par le Premier ministre nigérien Brigitte Rafini. Au centre des échanges, la prise en charge des réfugiés maliens dans ce pays. Ils sont estimés à 60 000. Pour le Premier ministre nigérien, son pays partage les mêmes préoccupations que le Mali et ne ménagera aucun effort pour soutenir les déplacés maliens. Nous l'écoutons. Ces propos ont été recueillis par nos envoyés spéciaux, Souleymane Kenza Sidibé et Abdul Salam Bambara. Je salue à l'occasion, en tout cas, tous ces partenaires qui nous ont appuyés. Et sachez que le gouvernement du Niger ressent ce problème-là comme étant le sien. Parce que nous considérons que notre destin est un avec le Mali, avec d'autres pays de la sous-région. Nous avons les mêmes populations, les mêmes réalités, les mêmes contraintes. Nous vivons les mêmes difficultés. Et nous devons rester solidaires. C'est en cela que dès le premier moment, nous avons effectivement pris à bras le corps ce problème des réfugiés, de ces populations, en particulier des enfants, des femmes, des personnes âgées qui étaient contraintes de quitter leur terroir, d'abandonner tout ce qui leur est cher pour venir s'installer dans d'autres contrées. C'est tout simplement pénible. Actuellement, il est permis d'être optimiste. Je constate que le Mali est en train de s'organiser pour aller vers la solution. Nous prions Allah qu'il vous assiste, qu'il assiste l'État malien pour pour reprendre en main les choses et que la situation, la sérénité revienne. L'unité du Mali se retrouve.
son intégrité. Et en tout cas, nous sommes de cœur avec vous, avec le Mali, et nous y travaillons. À l'instant, le Premier ministre nigérien. Nous restons hors de nos frontières avec l'essentiel de l'actualité du jour. Les brèves nous emmènent à Madagascar, en Afrique du Sud, avec la visite de la secrétaire d'État américaine. Et tout de suite, nous retournons au Niger avec la séance de travail entre Nigériens et Maliens. Les ministres des Affaires étrangères de la zone sahélo-saharienne se sont retrouvés au Niger pour une réunion d'urgence sur la situation au Mali. Une crise qui menace l'ensemble des pays de la sous-région et affecte leur économie. C'est le cas au Niger qui attend beaucoup d'une intervention militaire. Son ministre des Affaires étrangères, Mohamed Bazoum, a souligné le besoin d'agir vite. Il est urgent pour l'ensemble des pays de la sous-région, mais pour la communauté internationale de façon générale, qu'une solution soit trouvée au terrorisme qui prévaut au Mali depuis 10 ans. Si les pays présents sont d'accord pour résoudre au plus vite la crise malienne, difficile de trouver une position commune sur la façon d'y parvenir. La question d'une intervention militaire extérieure pose toujours débat. Hillary Clinton a rencontré son homologue sud-africaine Maïté Nkoana Mashabane pour consolider les liens économiques et politiques entre les deux partenaires, alors qu'elle est en visite dans le pays depuis dimanche. La secrétaire d'État a appelé les entreprises américaines à investir en Afrique du Sud. Ces marchés émergents représentent une énorme opportunité. Les États-Unis sont le deuxième partenaire commercial de l'Afrique du Sud après la Chine. Attachée au symbole, Hillary Clinton s'est rendue dans le village natal de Nelson Mandela à Kounou pour un entretien privé avec le prix Nobel de la paix. En février 2009, la garde personnelle du président malgache Marc Ravalomanana ouvrait le feu sur des manifestants désarmés venus le renverser. Bilan de l'époque, une trentaine de morts et un président exilé en Afrique du Sud. 3 ans après, l'ancien président fait l'objet d'une enquête ouverte par la justice sud-africaine pour crimes contre l'humanité, après une plainte déposée par une association malgache. Marc Ravalomanana dénonce cette enquête comme un coup porté par ses adversaires contre son retour à Madagascar, alors qu'il est déjà condamné par contumace aux travaux forcés à perpétuité sur l'île. La Côte d'Ivoire célèbre ce mardi sa fête nationale. La célébration des 52 ans de l'indépendance du pays a une proportion sobre en lieu et place d'une fête éclatante à laquelle les populations s'attendaient. Une fête entachée par les attaques meurtrières dont a été victime la capitale ivoirienne. Les festivités se sont déroulées comme prévu sur l'esplanade du palais présidentiel d'Abidjan en présence d'Alassane Ouattara. Un défilé militaire pour marquer le 52e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Mais l'ambiance n'est pas vraiment la fête dans la capitale économique ivoirienne. L'insécurité est dans tous les esprits au lendemain de l'attaque perpétrée contre le camp d'Akouedo qui a fait 6 morts parmi les soldats ivoiriens. On ne sait même pas ce qui se passe. Qui fait quoi, hein? Nous sommes fatigués, sincèrement. Dans son message à la nation, diffusé hier soir par la télévision ivoirienne, le président Alassane Ouattara a tenté de rassurer la population. J'ai donné des instructions pour mener une lutte sans merci contre ceux qui ont pour objectif de créer une psychose et un sentiment d'insécurité dans le pays. Le pouvoir ivoirien pointe du doigt la galaxie des Pro-Gbagbo, nostalgique de l'ancien régime, qui voudrait saper le moral des Ivoiriens. Le ministère de la Défense invite la population à ne pas tomber dans leur piège et à vaquer normalement à ses occupations. Nulle part, dans aucune partie du territoire national, il n'est décrété de couvre-feu, alors que les Ivoiriens et les Ivoiriennes circulent librement. Après les attaques sanglantes qui ont endeuillé Abidjan, Alassane Ouattara a annoncé la mise en place très prochaine d'un Conseil national de sécurité et d'une autorité unique chargée de procéder au désarmement et à la démobilisation des ex-combattants.
Retour à l'actualité nationale avec tout d'abord ce communiqué. L'Observatoire des droits humains et de la paix, ODHP, a appris avec consternation les multiples actes de violence perpétrés par des groupes terroristes sur des paisibles citoyens vivant dans les régions occupées du Nord. La tentative d'amputation de la main d'un prétendu voleur, l'atteinte grave à l'intégrité corporelle d'un animateur d'une radio, Abdul Malik Maïga, le pillage du centre d'accueil à Anour, dans le cercle de Bourem, qui servait de lieu de distraction pour les jeunes de cette localité. L'ODHP condamne fermement ces actes attentatoires aux droits humains fondamentaux des citoyens et exhorte le gouvernement à prendre sans délai les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des personnes vivant dans la partie septentrionale du Mali et de leurs biens. Face à cette situation humanitaire désastreuse de notre pays, l'ODHP lance un appel pressant à la communauté internationale pour une intervention urgente en faveur des populations en détresse. Enfin, l'ODHP exprime sa constante solidarité aux populations des régions du Nord vivant sous occupation. Le ministre de la Défense et des anciens combattants, le colonel-major Yamoussa Kamara, a décoré ce matin 9 officiers et 3 sous-officiers chinois. Les 12 coopérants militaires chinois ont, durant une année, réalisé au ministère de la Défense et des anciens combattants un réseau de télécommunications militaires avec installation d'autocommunicateurs numériques de dernière génération. Le joyau installé par ces militaires chinois permettra à coup sûr d'assurer la fiabilité et la sécurité des communications au sein du département. Il permettra aussi de réduire la facture téléphonique. Il est le fruit de 12 mois d'efforts fournis par ces récipiendaires chinois dont le travail a été hautement apprécié par le ministre Kamara pour leur sérieux et leur savoir-faire. Ce geste témoigne de l'excellence des rapports de coopération entre la République populaire de Chine et le Mali. Sur un tout autre sujet, les leaders religieux se sont engagés à élaborer une feuille de route pour une sortie de crise. Ils sont réunis au CICB, participent également à cet espace de dialogue des regroupements de partis politiques. Le compte-rendu est de Moïse Traoré. Le forum des leaders religieux doit aboutir à l'élaboration de propositions pour une sortie de crise au Nord. À l'initiative de la Fondation Frédéric Ebert, la concertation de 2 jours se veut un dialogue national inclusif pour la paix au Mali. Nous devons toujours avoir à l'esprit que la résolution de la crise institutionnelle et politique à Bamako est l'une des conditions importantes du retour de la paix au Nord. Le retour du président par intérim et l'ouverture des consultations en vue de la formation d'un gouvernement d'union nationale sont des signes positifs annonciateurs d'une transition apaisée. Des leaders de regroupements politiques tels FDR, COPAM, ADPS, CSCM et Alliance IBK 2012 sont conviés au forum. Outre la définition de la charia, les participants s'imprègnent de l'historicité et l'actualité de la dite rébellion Touareg. À la différence des précédentes crises, celle de 2012 qui a des aspects sécessionnistes, religieux, se tient dans un contexte international en pleine mutation géopolitique et dont les conséquences ont une influence directe sur les événements au Mali. La forte implication du Haut Conseil islamique du Mali à la résolution de la présente crise est de répondre à son volet religieux. Parmi les ambassades invitées au forum, on peut citer le Burkina Faso, la Russie, l'Algérie et la République fédérale d'Allemagne. Et nous restons au CICB. 5 communications seront présentées au cours de ce forum. Le thème charia, définition, approche, doctrine et pratique au Mali a été exposé par le professeur Habib Kane, spécialiste de littérature et de théologie. Habib Kane a étudié en Libye et en Irak. Il est au micro de Moïse Traoré. Si nous nous référons sur le prophète alayhi salam, qui est notre référence en application de la charia, en 23 années, il a eu à appliquer ces sentences-là quelques rares fois. Et c'est fait dans certains cas de dénonciation. Le cas d'une dame qui est venue se dénoncer elle-même, le prophète l'a découragée, il l'a fait retourner 3 à 4 reprises, mais la femme a insisté, elle a persisté. Donc,
il a pratiqué la charia, le sentence. C'est pas forcément qu'il faut le faire immédiatement, mais c'est des mesures dissuasives qui sont là, qui sont précédées par beaucoup de démarches. Et il y a des contextes dans lesquels ça doit être appliqué, mais il y a d'autres contextes dans lesquels on ne peut pas les appliquer et ce n'est pas applicable sur tout le monde. La charia est appliquée dans quelques pays comme l'Arabie Saoudite, comme l'Iran, comme Yémen, comme la Libye, mais c'est comme Afghanistan, mais c'est des applications partielles en fait. En réalité, ce n'est pas appliqué à 100%. Donc de façon générale, tous les pays membres de l'organisation de la conférence islamique qui a changé d'appellation, qui est devenue l'organisation de la coopération islamique, ils appliquent tous la charia parce que nous prions tous, nous jeûnons tous, nous partons à la Mecque et puis nous faisons la zakat. Donc on ne réunit pas les piliers de l'islam. Donc nous appliquons la charia, mais ce n'est pas des applications intégrales à 100%. Ajoutant que Habib Khan présente l'émission religieuse de la chaîne Africable Télévision. Et puis cette nouvelle a porté à votre attention. Le procès des membres du mouvement Yéréwoloton s'est tenu ce matin au tribunal de première instance de la commune 3 du district de Bamako. Boubacar Boré, président de la dite association, Yacouba Niaré et Mamadou Sangaré sont accusés de troubles à l'ordre public. Les faits remontent au 21 mai 2012 relatifs à l'agression du président de la République par intérim Diankounda Traoré. Le ministère public, représenté par Moussa Fadiala Sissoko et Sarambe Koulibaly, a requis 6 mois d'emprisonnement. Le président du tribunal Karamoko Diakité a mis le délibéré au 28 août 2012. Les activités de sécurité alimentaire en faveur des organisations paysannes de la région de Mopti ont été lancées ce matin à Bamako. Il s'agit d'appuyer les agriculteurs de la zone dans la culture de riz et de sorgho à travers la mise à leur disposition de 851 tonnes d'engrais pour un coût de 710 millions de francs CFA. Le reportage de Tiemoko Konati. Outre la mauvaise pluviométrie enregistrée au titre de la campagne agricole écoulée, l'occupation des régions du Nord par les bandits armés a plongé les compatriotes dans une crise alimentaire avec son corollaire, la prolifération des maladies et des nombreux déplacés. En attendant la libération de ces régions, le programme USAID, à travers le projet ICM, Initiative intégrée pour la croissance économique au Mali, vole au secours des acteurs agricoles. Elles sont au total 145 organisations paysannes de la région de Mopti qui vont bénéficier de 852 tonnes d'engrais pour la mise en valeur d'une superficie de près de 770 hectares. Il s'agit à travers ce financement s'élevant à 710 millions de francs CFA de mettre un accent particulier sur la culture du riz et du sorgho. L'ensemble de ces actions d'urgence et d'appui technique en faveur des organisations paysannes de Mopti, objet de cette cérémonie, permettront non seulement de faire face aux effets néfastes du changement climatique, mais aussi de garantir une production totale de près de 10 000 tonnes de riz et de 7 000 tonnes de mil. Cet appui de l'USAID devra permettre d'assurer la sécurité alimentaire et de lutter contre la malnutrition dans la zone. Ces interventions à caractère humanitaire permettront de sécuriser la production agricole sur près de 8 000 hectares et d'assurer la sécurité alimentaire au profit de plus de 15 000 ménages. Avec l'équipe de l'ICM, on envisage d'organiser un suivi rapproché sur le terrain auprès des bénéficiaires, afin de les aider à l'utilisation efficace et efficiente de l'aide. Le projet ICM, qui a démarré en 2007, s'achève en décembre 2012. Il est financé à hauteur de 32 milliards de francs CFA. Autre lancement ayant eu lieu ce matin, celui de l'opération Ramadan, lancée chaque année par Islamic Relief. C'était au siège de l'ONG à l'ACI 2000. Plus de 333 tonnes de vivres vont être distribuées à plus de 7000 ménages de Wélé-Sébougou et de Bamako. Compte rendu de Nando Dambélé. Créée en 1984, l'ONG Islamic Relief intervient généralement dans l'humanitaire. C'est dans ce contexte que l'opération Ramadan a été initiée. Islamic Relief a pu mobiliser 160 millions de francs CFA pour financer l'opération Ramadan 2012 dans le district de Bamako et dans la zone de Wélé-Sébougou. Ainsi, près de 383 tonnes de vivres ont été achetées pour être distribuées entre 7785 ménages bénéficiaires, dont 1500 dans le cercle de Kati,
et 6285 dans le district de Bamako et environ. L'opération Ramadan 2012 qui vient d'être lancée a pour cible les enfants orphelins, les veuves, les personnes âgées, les malades, les handicapés et les déplacés du Nord. Je ne peux que m'en réjouir par rapport à ce geste, combien humain, parce que sans cela, vraiment, le monde n'aurait pas de sens. Islamique Relief vient de nous montrer tout de suite qu'on peut vraiment vivre seul, on ne peut pas être heureux également aussi seul. En remettant symboliquement les sacs aux bénéficiaires, le représentant du ministre de l'Action humanitaire, de la solidarité des personnes âgées, Abdoulaye Sega Traoré, s'est réjoui du geste de Islamique Relief. L'ONG est un partenaire qui est venu trouver l'État sur son terrain. Bon, donc cette solidarité ne peut se manifester que par la synergie des uns et des autres. Donc nous remercions cette ONG par rapport à sa contribution, par rapport aujourd'hui à ce que le pays est en train de connaître comme détresse. Rappelons que l'ONG Islamique Relief a mobilisé 160 millions de francs CFA pour cette opération. Je vous annonçais il y a juste un instant que la marche organisée par la COPAM pour demain matin a été annulée en attendant la déclaration du docteur Adama Traoré. Sachez qu'en relation avec la situation de la crise institutionnelle dans laquelle notre pays se trouve plongé depuis quelques mois, nous avons également reçu ce soir la déclaration de certaines associations, regroupements politiques et de la société civile. Les acteurs de la vie politique réaffirment par cette déclaration leur vision commune des voies de sortie de crise pour une transition apaisée. Déclaration lue ici par le porte-parole du collectif Ousseini Amion Guindo. Nous, organisations et regroupements sociopolitiques sous-signés, Alliance pour le renouveau du Mali, ARM, Coordination des organisations patriotiques du Mali, COPAM, Convergence pour sauver le Mali, CSM, Force pour la réconciliation, la démocratie et la paix, Maliko, Djoko Nimaya, Regroupement Ibeka Mali 2012, profondément meurtri par les souffrances quotidiennement endurées par nos frères et sœurs déplacés, réfugiés ou pris en otage au nord de notre pays par des groupes rebelles, mafieux ou intégristes. Conscients que c'est par une transition apaisée, stable, inclusive et équilibrée que le Mali parviendra rapidement au retour à un ordre constitutionnel effectif après des élections transparentes, démocratiques, participatives. Rappelant le protocole d'accord signé entre nos regroupements le 6 juillet 2012 à la Maison des aînés de Bamako. Rappelant en outre les engagements pris par l'ensemble des forces vives de la nation à l'initiative des femmes du Mali devant les familles fondatrices de Bamako, le Haut Conseil islamique du Mali et les communicateurs traditionnels le 22 juillet 2012. Après une analyse approfondie de la situation socio-politique au Mali, du bilan de l'action gouvernementale présentée par le Premier ministre, le docteur Cheikh Modibo Diarra, du message à la nation du président de la République par intérim, le professeur Djonkunda Traoré, des propositions de sortie de crise formulées par différents regroupements sociopolitiques, de la Constitution de la République du Mali du 25 février 1992, de l'accord cadre du 6 avril 2012 et des décisions et avis des hautes juridictions maliennes. Saluons le retour au Mali du président de la République par intérim,
le professeur Dioncounda Traoré et le souhaitons un prompt et complet rétablissement. Réaffirmons notre attachement à la Constitution de la République du Mali du 25 février 1992, à l'accord-cadre du 6 avril 2012 et aux décisions et avis de la Cour constitutionnelle du Mali qui doivent être respectés par tous. Prenons acte des propositions formulées par le président de la République par intérim dans son message à la nation du 31 juillet 2012. Constatons cependant que le président de la République par intérim ne peut mettre en application les propositions qu'il a formulées sans la validation des forces vives de la nation dans le cadre d'une concertation nationale. Réitérons en conséquence au gouvernement la demande de l'organisation dans les meilleurs délais possibles d'une concertation nationale entre toutes les forces vives de la nation conformément à l'accord cadre du 6 avril 2012. Saluons les consultations entamées par le président de la République par intérim pour le renforcement de la cohésion nationale. Rappelons qu'il revient au Premier ministre la prérogative constitutionnelle de former le gouvernement d'union nationale équilibré et inclusif. Invitons les principaux organes de la transition à une saine collaboration pour une transition stable et apaisée en vue de la libération rapide des régions occupées. Comptons sur le sens des responsabilités et de l'État, de chacun, pour raffermir l'unité nationale et éviter au Mali de nouvelles aventures. Exhortons le directoire du cadre de concertation mis en place par nos regroupements à tout mettre en œuvre avec le gouvernement pour la convocation urgente de la concertation nationale. Pour le collectif des regroupements, le porte-parole, je vous remercie. Les propos de Ousseini Amion Guindou étaient recueillis par Aboubakar Maïga. Comme je vous l'annonçais il y a juste un instant, la marche organisée par la COPAM pour demain a été annulée. Je vous propose d'en connaître les raisons et nous écoutons tout de suite le docteur Adama Traoré, porte-parole de la COPAM. Nous avons décidé d'annuler la marche de demain et de fixer notre objectif sur le meeting populaire qu'on va organiser pour plus tard, où la date serait fixée d'un commun accord avec le bureau central de la COPAM. Probablement le samedi 11, probablement. Pour l'instant, c'est pour vous avertir. Nous demandons pardon à tous ceux que nous avons mobilisés jusqu'ici, pour qu'ils puissent comprendre que pour des raisons propres à l'État, que nous avons compris, on a décidé donc de surseoir à la marche de demain. Je dis bien surseoir, ce n'est pas un problème d'annulation, mais un surseoir pour qu'on puisse avoir d'autres objectifs dans le cadre plus tard d'un grand meeting qu'on va organiser au stade Omnisport, probablement le samedi 11. Je dis bien probablement, mais les dates seront bien précisées par le bureau central de la COPAM. À l'instant donc, le docteur Adama Traoré, porte-parole de la COPAM, qui nous expliquait les raisons de l'annulation de la marche de demain. Nous ouvrons le dossier de ce journal. Bamako connaît de nombreux problèmes de circulation et des accidents de la route. Ce soir, nous nous intéressons aux ralentisseurs appelés dodanes. Leur fonction première est de forcer les automobilistes à ralentir. Phénomène des dodanes dans la capitale. Tout de suite, l'enquête de Aoué Touri.
Les ralentisseurs, les dodanes, les gendarmes couchés, que d'expressions pour désigner la même chose, ces petites élévations qu'on dresse sur les voies à grande fréquentation. Mais depuis quelque temps, ces élévations sont visibles dans certaines rues de la capitale. Elles sont juste le fait de personnes physiques. Aucune norme n'est respectée, d'où la colère de certains usagers. Vraiment, c'est un parce que pour que les gendarmes couchés n'aient pas un mobile de malabatin. Pas bien d'aller vraiment à être facilité à nous pas. Mais à coucher la main tantôt vraiment à l'antenne en moto normalement j'ai carter de toucher nos carter de so. Donc coucher en fait coucher d'autres soda bistrida ou bien au soda à me coucher donner au dé ou bien choudan. Mais la pose de ce qu'on appelle communément les gendarmes couchés sont réglementés dans leurs normes, leurs structures, leur façon d'être posées, les dimensions. Tout est réglementé par un décret qui dicte comment il faut faire. Ce n'est même pas commode vraiment de circuler avec même les 4x4. À plus forte raison que les petits véhicules. Ce que nous conseillons avant de faire ce genre de travaux, c'est vraiment d'approcher les autorités compétentes pour que ces autorités puissent conseiller les gens par rapport à la pose de ces ralentisseurs-là. Qui est-ce qui a autorité à faire ces dodanes? À la mairie de la commune 5 où nous nous sommes rendus, la réponse est sans embâge. Nul n'a le droit de diriger quelque édifice ou quelque ralentisseur que ce soit. C'est réglementé. C'est l'autorité routière qui a en charge ces aménagements-là. Même la mairie demande l'autorisation et se fait autoriser, soit réalise, mais demande aux techniciens, parce que nous avons des techniciens, des services déconcentrés qui viennent faire le travail. J'appelle citoyens parce que ça a un sens politique très clair. Ça veut dire que c'est des gens qui sont conscients de leurs devoirs et de leurs droits et avant d'entreprendre quelque aménagement que ce soit, s'adressent d'abord à la mairie. Avant de faire un trou, avant même d'aménager un parterre devant leur maison, nous disent, est-ce que vous nous autorisez à le faire? Nous leur envoyons le technicien en disant, bon, voilà les normes. Il y en a qui nous disent, dites-nous les normes dans lesquelles ça doit se faire. Les frais sont à notre charge. Au Mali, 1 kilomètre de route coûterait à l'État entre 50 et 100 millions de francs CFA. Et face à ces contrevenants, la mairie a prévu un certain nombre de mécanismes de démolition. Nous faisons faire un constat par un service que nous avons 2 services ici habilités. La brigade urbaine de la protection de l'environnement, qu'on appelle la BUP, qui est un service en fait de la mairie du district, mais qui est déconcentré dans chacune des 6 communes du district Bamako. Nous avons la direction régionale de l'urbanisme qui nous conseille et qui a les services déconcentrés ici. Donc nous mobilisons ces 2 services-là pour aller faire le constat. Et ensuite, nous introduisons une demande auprès du procureur de la République pour démolir. Là, il n'y a pas de problème. Là, ça ne souffre d'aucune confusion. C'est comme ce matin, la BUP a fait une sortie à Bako-Djikroni pour aller constater ce ralentisseur qui a été réalisé par une personne privée. Sur les dangers de ces ralentisseurs, le maire a son avis. Je dis seulement qu'il faut qu'on applique la loi. On ne peut pas construire un état de droit sans appliquer le droit. Il faut qu'on applique le droit. Ce que tu ne dois pas faire, tu ne dois pas le faire. Et la contrepartie est également là. Moi, je suis gouverné par ce texte-là, le Code des collectivités. Je ne peux pas faire ce que je veux. Un ralentisseur, on n'a pas besoin de faire un muret de 50 cm. De normes, on peut faire un truc de... Vous faites une succession de ralentisseurs. Il y en a plein sur la route de Ségou. C'est des petits trucs au maximum de 10 cm de hauteur. Et si vous vous amusez à venir à grande vitesse là-dessus, mais vous pétez vos amortisseurs. Et je crois qu'on a prévu tout ça parce que si vous voyez le long de certains axes-là, on signale le dodan, comme on l'appelle. On signale le dodan, là ils le font bien. Mais voilà, il y a des petits malins qui enlèvent ces panneaux de signalisation aussi pour aller vendre ça à des artisans qui en font des outils, etc. Je ne sais pas, moi, quel est le niveau de citoyenneté auquel on doit atteindre. Le mot est lâché. Encore une fois, les Maliens sont mis devant leur sens élevé de civisme. Force doit rester à la loi.
Vous êtes informés avant de procéder à quelques opérations, que ce soit sur la route. Demandez l'autorisation et respectez les normes. Et je vous informe qu'après cette édition, vous pourrez suivre en langue bamanan la déclaration du docteur Adama Traoré, porte-parole de la COPAM, suite à l'annulation de la marche de demain. Parlons sport, championnat national. Au compte des rencontres de la 28e journée, le club olympique de Bamako a battu 2-0 le Nyagnan de Koulikoro à l'AESCO et l'AESCO a difficilement gagné 3-2 face à l'AS Police. C'était au stade Modibo Keita, reportage de Diara Konaté. Pour espérer une place africaine, le COB fait confiance aux joueurs de la division d'honneur. Il affronte une formation du Nyara de Koulikoro menacée des rélégations. Les représentants du Nuguetan tiennent tête aux Olympiens de Bamako avec d'énormes occasions de but. À 0-0, Siri Mohamed Keita, Tapa Kone et Eric Junior Kone, les trois titulaires du COB échappent belle. À la seconde période, la réorganisation tactique sera beaucoup favorable aux Verts de Bamako. Omar Kone d'une frappe impitoyable ouvre le score à la 65e minute avant de voir le deuxième but à la 88e. But marqué par Adama Barrow. 2-0, score final. C'est les jeunes qui ont quitté les petites catégories qui sont là avec nous ce soir, qui ont montré de très belles choses. Et je pense qu'ils ont montré une fois de plus qu'on peut compter sur eux. Notre sort à main, parce qu'il faut se mettre à l'abri. On a les poursuivants directs. Il reste 2 matchs à la maison. J'espère qu'on va quand même se maintenir en ayant au moins une victoire. Pour le compte de la seconde rencontre, l'AS Police, qui a tout perdu cette saison, Coupe du Mali et championnat, voulait écarter l'ASCO à tout prix de la course pour la 3e place du championnat. C'est ainsi qu'à la 9e minute, Lassana Kamara surprend le portier Bozo Munkoro, 1-0. L'ASCO affolé arrive néanmoins à égaliser à la 57e minute par Moussa Kone, 1-1. Les Oranges de Korofina trouvent le poteau sans succès. À 5 minutes de la pause, Mamadi Sidibé permet à l'ASCO de prendre l'avantage au score 2-1. Pourtant, les policiers n'avaient pas dit leur dernier mot. Kanda Kamara trouve le fond des filets 2-2. Mais à la 64e minute, le portier de l'AS Police commet l'irréparable. Un penalty qui fait du bonheur à l'association sportive de Korofina, qui l'emporte 3-2. Les joueurs ont cru à la facilité parce que c'est une équipe presque reléguée en 2e division. Alors ils ont sous-estimé l'adversaire. Tout de suite on a pris un but bête. L'équipe a eu confiance. Alors nous, on a tout de suite réagi. Nous resterons toujours mobilisés parce que l'AS Police c'est un grand club. Mais cette année on n'a pas eu la chance de prouver vraiment. L'année prochaine on va faire une bonne saison, Inch'Allah. L'ASCO reste en course pour la 3e place avec 4 autres concurrents sérieux, à savoir le CS Douglonfla, le Club Olympique de Bamako, la Chandak de Bamako et l'AS Bagarjan de Baraouli. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Demain, 10h, 13h, Aïssata Ibrahim Maïga. Je vous retrouve, Inch'Allah, demain soir, dans les éditions donc, du soir. Merci à tous de rester de cœur et d'action avec nos compatriotes des régions du Nord vivant sous occupation. Merci à tous.